Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. On se focalise à chaque fois, vous le savez, jour après jour sur une initiative, qu'elle soit sur le plan local, national, voire même mondial. Aujourd'hui, c'est avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. C'est parti pour le sommaire de ce nouveau mag. Pas d'avion, ni de voiture, du vélo, rien que du vélo. Attention, 20 pays traversés. Pas moins de 100 000 km au programme pour sensibiliser le plus grand nombre sur la problématique de l'eau. Il y a beaucoup à dire, un défi un petit peu fou qui s'appelle Cycle for Water. Nous en parlerons avec 2 des 4 protagonistes dans un instant. Un exploit sportif pour alerter, informer et surtout s'informer. Quels sont les enjeux autour de l'eau ces 10 voire 15 prochaines années? Y a-t-il déjà urgence? État des lieux dans un instant. Et puis dans ce mag, Alix Sorcelouk, comme d'habitude, on parle de quoi? D'un géant bleu. Magnifique. Le sommaire, c'est fait. On enchaîne. Et l'expression orale, c'est avec mes invités. Je vous les présente. Ils sont au nombre de 3 via Skype avec William Pradier. Bonjour. Et César de Gouville. Bonjour à tous les deux. Un petit coucou. Vous nous parlez de... Depuis où? Depuis Tbilissi, en Géorgie. Depuis Tbilissi, en Géorgie, c'est magnifique. On rêverait d'y être avec vous, avec Alix et avec, bien évidemment, Malek Semar. Bonjour Malek. Bonjour. Même si je crois qu'il est prévu que... Ah non, il était prévu que vous alliez en Italie pour les rejoindre, finalement, c'est tombé à l'eau ou... Non, l'Italie n'est pas encore passée. Ah, c'est pas encore passé. L'Italie devrait se faire. Le Cambodge était prévu. Donc peut-être un petit coup de pédale. Peut-être. Peut-être un petit coup de pédale. On est en train de voir ça. Malek Semar, qui est fondateur de l'ONG. Alors, c'est pas la même, hein. No Water, No Us. Oui. C'est quoi cette ONG? En fait, c'est une association qui fédère et qui porte des actions pour sensibiliser, agir pour l'eau. D'accord. Dont Cycle for Water, par exemple, qui est une des actions portées par l'asso. 4 ans que vous portez des actions. Tout à fait. Un peu plus depuis 1 an. Et on va en parler notamment avec Cycle for Water. Votre associé, Blaise Matuidi, bien évidemment. C'est lui qui vous a dit, bon, Malek, là maintenant, il faut qu'on tape fort, il faut qu'on fasse parler, effectivement, qu'on sensibilise le plus grand nombre. Effectivement, Blaise Matuidi et Johan Benalouane, puisqu'ils travaillent souvent ensemble, sont nos associés aussi bien sur le côté industriel, puisqu'on travaille aussi dans l'eau, on est entrepreneurs avant tout, et très impliqués dans l'association. Donc effectivement, ils étaient présents quand l'équipe de Cycle est partie pour les encourager, les motiver, etc. 20 pays au programme, messieurs. C'est formidable. Hein. William Pradier, César de Gouville, et vous vous trouvez en ce moment en Géorgie. Vous êtes parti, je crois, en novembre 2022, donc il y a un petit peu plus d'1 an. Vous vous trouvez dans quel état? Ça va? On n'est plus les mêmes qu'au début, c'est clair. Ça fait déjà 1 an qu'on pédale, donc on peut dire qu'on commence à avoir appris quelques leçons sur la route. Des leçons de vélo, des leçons aussi de comment... découvrir le monde, interagir avec des populations, donc on peut dire qu'on n'est plus les mêmes. Et les cheveux ont poussé, beaucoup aussi. Les cheveux, des chignons, les cheveux, le chignon, la barbe et les mollets qui ont un petit peu gonflé. Il est né de la tête de qui? Parce que vous êtes 4 amis d'enfance, je crois, si je ne m'abuse. Et il est né de la tête de qui, ce défi un petit peu fou? Complètement fou même. Alors en fait, on avait tous les 4 envie de s'engager sur un projet. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir une conférence dans mon école à Toulouse. Et en fait, c'était 2 personnes qui avaient donc ce projet fou de faire Cycle for Water, donc une édition auparavant. Et ils avaient fait ce tour du monde à vélo et ça m'a clairement inspiré. Et du coup, cette chaîne d'inspiration, elle s'est transmise. Et je me suis dit, allez, on peut se lancer. C'est vraiment l'occasion de faire quelque chose de grand sportivement et aussi de s'engager pour une cause qui est super importante. Et du coup, toute l'équipe était chaud et on s'est mis corps et âme dans ce projet. Et César, William, comment est-ce qu'on se prépare à une telle aventure? C'est pas évident, en fait. C'est tellement inédit qu'il n'y a pas grand-chose à se préparer. En fait, on s'est renseigné beaucoup auprès de gens qui avaient fait des choses comme ça pour avoir un petit peu les conseils à ne pas oublier, du type avoir chacun une tente. Ça, c'est une des premières règles qu'on a appris et au début, on imaginait tous dormir dans la même tente. Et finalement, en se renseignant auprès d'autres aventuriers, on apprend des petites règles qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre avant de l'avoir vécu. Donc, je dirais bien s'entourer, poser des questions, parce qu'il n'y a rien d'évident dans préparer quelque chose comme ça. Mais pourquoi c'est important d'avoir chacun sa tente? Par exemple, oui. Non, mais pourquoi vous pourriez pas dormir ensemble tout le temps? Parce qu'on passe déjà en fait une journée ensemble en permanence et avoir de l'intimité, c'est vraiment super important dans ce genre d'aventure qui est très long. Hein. C'est quand même 15 mois d'aventure où on est tous les 4 globalement H24 ensemble. Donc vraiment, c'est pas mal d'avoir des moments d'intimité le soir dans sa tente, de pouvoir lire, de pouvoir se coucher aussi à l'heure qu'on veut, etc. C'est vraiment très important. Surtout qu'il y a des ronfleurs dans le groupe. J'en étais sûr depuis le début. Je me suis dit, tiens, ils sont très pudiques. À mon avis, c'est le ronflement. Ça va être un gros sujet de débat. Quand tu les vois 1 an après, Malek, j'imagine qu'ils sont littéralement transformés, et pas que sur le plan physique, messieurs. Tu vois 4
jeunes hommes qui sont littéralement transformés, changés? Alors, on a eu beaucoup de discussions, hein, parce que dans la préparation, il y a effectivement affronter l'événement lui-même, parce que la complexité physique, hein, pédaler pendant 1 an et demi, etc., traverser plusieurs pays, difficultés d'organisation, parce qu'il y a une gestion de visa, etc. Sur le plan financier, j'imagine. Alors, sur le plan financier, justement, c'est le point sur lequel j'allais venir. Moi, je suis entrepreneur, où je monte des boîtes. Donc, à partir de là, on l'a aussi géré comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il a fallu faire un business plan, il a fallu tout cadencer, combien ça allait nous coûter, etc. Donc effectivement, il y a une préparation qui a duré 1 an, donc quasiment la durée du trajet. Hein. Donc pendant 1 an, on travaillait sur le sujet. Et après, ça a été un des sujets de discussion en disant, vous allez changer intérieurement, avant déjà d'impacter les autres, etc., de partir 15 mois. Donc il faut effectivement apprendre à avoir des moments ensemble et des moments tout seul, d'où l'attente, hyper important. Mais effectivement, non, ils sont changés au-delà de l'aspect physique, avec les cheveux, la barbe, etc. Non, c'est plus les mêmes personnes. Enfin, ils ont beaucoup mûri, ils ont beaucoup appris. Parce que l'idée de ce type de voyage, c'est pas non plus d'aller donner des leçons ou dire tiens, l'eau c'est comme ça, comme ça. C'est d'apprendre de chaque culture, de chaque peuple, ce que c'est que l'eau, leur lien, leur rapport avec l'eau. Et effectivement, non, ils sont beaucoup plus riches et plus matures que les 4 jeunes étudiants que j'ai rencontrés il y a 2 ans. Et ce qui est incroyable, effectivement, c'est le sourire qu'ils affichent. Peu importe la fatigue, peu importe les péripéties, parce que je crois qu'il vous arrivait quand même quelques bricoles, forcément au bout d'1 an. Je vais juste rapidement, j'ai vu sur votre site le nombre de kilomètres au programme. Nouvelle-Zélande, 1500 km, Australie, 5000 km, Indonésie, 1500 km, Singapour, 20 km, Malaisie, 100 km, Cambodge, 700 km, Thaïlande, 1100 km, Birmanie, 1500, Inde, 2800, Bangladesh, 300, Pakistan, 1500, Iran, 2600, Turquie, 2000, Grèce, 400, Macédoine, 250, Serbie, 500, Croatie, 300, Slovénie, 200, Italie, 700 et France, 1000. Alors, rien qu'à les dire, moi je suis déjà fatigué. Comment on tient dans la tête? Physiquement, on a compris que c'est compliqué, mais vous êtes préparé. Mais dans la tête, comment on fait? Faut une certaine discipline. En fait, la première chose qu'on se rend compte en difficulté sur le vélo, c'est vraiment qu'il faut être très patient. Physiquement, je pense que c'est assez atteignable finalement parce que tu vas au rythme auquel tu peux aller. Mais c'est vraiment en termes de patience qu'il faut arriver à dompter un peu ses peurs et dompter ses angoisses. Puisque tu te lances dans des traversées où en une journée tu vas faire 80 km et tu sais qu'il y en a encore 2000 qui t'attendent, tu sais qu'il y a des montagnes à affronter, tu sais que le climat n'est pas toujours facile. Donc il faut vraiment arriver à se dire que les journées se terminent et qu'il faut les prendre une par une à chaque fois et te dire que le soir ce sera un reset et la journée suivante sera plus facile si ça a été dur. Donc je trouve que c'est vraiment un défi de patience avant tout. Et César William, jusqu'à maintenant, c'est quoi votre plus beau souvenir et le pire? Le plus beau souvenir peut-être, je pense que c'est quand on a fini notre projet au Cambodge et qu'il y avait en fait la plaque Cycle for Water avec le logo Cycle for Water, No Water, No Us, en disant qu'on avait justement érigé tout un filtre à eau pour toute une école qui avait maintenant à disposition de l'eau potable, de quoi se laver les mains. Et en fait, on voyait carrément les enfants qui pouvaient se servir à la source. On a eu les remerciements de toute l'école, de tout le corps enseignant, et c'était une fierté inouïe. Et c'était vraiment un très très beau souvenir. C'était du plaisir et c'était vraiment une notion un achèvement incroyable. Malek, c'est beaucoup de fierté, effectivement. Oui. Comme le disaient William et César, c'est aussi, j'ai quand même le sentiment, en vous regardant, que c'est aussi beaucoup d'émotions. Énormément, parce que c'est pour ça qu'on a 2 verbes dans l'asso, c'est vraiment sensibiliser et agir. Parce qu'on doit sensibiliser. Si on veut toucher des millions de personnes, dans l'action, on n'en touche pas des millions. Mais sur chaque action qu'on porte, il faut des traces sur le terrain. Et effectivement, cette petite plaque posée dans une école suite à la réalisation d'une petite installation humanitaire par Petroni, Hugo, César et William, oui, c'est plein d'émotions parce que, c'est des enfants en face, parce que... Alors, ça donne un peu quelques chiffres. Il y a 4 millions de personnes qui meurent à peu près par an parce qu'ils consomment de l'eau insalubre, 90% à moins de 14 ans. Donc, c'est vraiment les premières victimes. Donc, effectivement... 80% des eaux usées, c'est ça, sont reversées dans la nature sans aucun traitement. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, effectivement, aujourd'hui, on fait beaucoup le focus sur l'eau potable, mais finalement, il y a quasi personne qui meurt parce qu'il n'a pas d'eau à boire. Ouais. Par contre, des millions meurent chaque année et des millions sont malades tous les jours parce qu'ils consomment de l'eau sale. Ouais. Donc, effectivement, le vrai sujet est la qualité de notre eau. On le voit avec la Seine, pour les JO, elle est tellement sale qu'on ne peut même pas nager dedans. On ne parle même pas de la boire. William, César, aujourd'hui, chaque jour, c'est une victoire. Ouais, tout à fait. Ouais. Chaque journée est vraiment une victoire pour nous. Déjà, on se rapproche de notre objectif. On peut regarder en arrière avec beaucoup de fierté, puisqu'on a mené déjà 5 missions à bien.
où on a pu vraiment vivre auprès des populations, on a pu découvrir beaucoup de choses et on a vraiment le sentiment que chaque jour nous rapproche plus de notre objectif final et que ouais, comme je le disais, on peut regarder vraiment derrière nous avec fierté, on est ravis. Quelles sont ces missions justement dont vous nous parlez, ces missions de Cycle for Water sur le plan humanitaire? J'ai pas bien entendu la question. Quelles sont ces missions dont vous nous parlez? Effectivement, il y a plusieurs missions sur le plan humanitaire que vous avez portées. C'est ça, on a mené 5 missions qui étaient respectivement en Indonésie, en Malaisie, au Cambodge, en Thaïlande et en Inde. Et à chaque fois, en fait, on travaillait sur une thématique autour de l'eau propre au pays. Par exemple, en Indonésie, on a beaucoup travaillé sur la reforestation et le lien entre le fait de planter des arbres et recréer un cycle de l'eau. En Malaisie, on a travaillé sur tout ce qui était l'aspect sanitaire, parce que c'est un peu le grand oublié du thème de l'eau, mais c'est très important de savoir que dans tout ce qui est le thème de l'eau, c'est pas que l'eau potable, c'est aussi tout ce qui est toilettes, stations pour se laver les mains. Donc c'est justement ce qu'on a proposé, c'est ce que je disais dans le meilleur souvenir qu'on a eu. On a aussi travaillé, par exemple, en Thaïlande sur apporter de l'eau. Donc on a fait tout un système de distribution. On est allé chercher une source d'eau à 5 km d'un village reculé au nord de la Thaïlande. Et on a ramené une source d'eau directement pour les villageois où elle était filtrée sur place. Donc on a aussi travaillé en Inde sur mettre en place de la filtration d'eau pour des enfants défavorisés et notamment des enfants issus aussi des bidonvilles de Calcutta pour qu'ils aient un accès plus facile à l'eau, notamment pour étudier. Donc à chaque fois, en fait, on a travaillé sur des thématiques différentes parce que les problématiques aussi par pays étaient différentes et on s'est toujours appuyé sur des ONG locales qui connaissaient les problématiques du terrain. Et ça, c'était super important parce qu'on ne voulait pas ramener notre propre techno qui ne serait pas maintenu ou par exemple, qui ne pourrait pas avoir les connaissances. Donc c'était vraiment quelque chose de primordial pour mener à bien ces missions. Alix. Et César, William, ça prend combien de temps de mettre en place une infrastructure d'accès à l'eau potable, par exemple? Et ben, quand on travaille avec des ONG locales, c'est plus rapide que si on le faisait nous-mêmes, ça c'est sûr. Donc la plupart du temps, sur les missions, on restait une semaine. Et typiquement, le cas du Cambodge, c'était exactement une semaine que ça a pris pour construire le filtre à eau. Donc on est arrivé en fait dans l'école, on est resté vivre dans l'école, et pendant une semaine, on a participé aux travaux avec les équipes, et on a vu du coup pendant une semaine le filtre, les toilettes, se développer, la station pour se laver les mains. Et du coup, on a pu voir ça se monter. Et à la fin, une semaine après, c'était l'inauguration. Les enfants pouvaient déjà l'utiliser. Donc, on se rend compte que quand on travaille avec des ONG locales qui connaissent le terrain, qui connaissent les personnes sur place, qui ont les moyens financiers, logistiques, et ben en fait, ça va hyper vite. Et les gens sur place, ils connaissent leur métier. Ils ont l'habitude souvent de travailler dans ces conditions-là. Et du coup, en une semaine, on peut faire déjà beaucoup de choses. Malek, dans quelle mesure vous avez joué le rôle de mentor, effectivement, pour ces 4 formidables ambassadeurs de l'eau? Oui. Alors, l'idée était de transmettre, en fait, que ce soit ce qu'ils font ou ce que je fais moi. L'idée était juste de leur transmettre peut-être un savoir entrepreneurial, un engagement très fort, viscéral, vis-à-vis de l'eau, sur toutes les activités que je mène. Donc après, le mot de mentor... le mérite leur revient, parce que c'est eux qui font, quoi qu'il arrive. Donc l'idée, c'était juste... Mais pour ceux qui veulent prendre leur relais, c'est compliqué de se former aux problématiques de l'eau? C'est prévu? En fait, c'est prévu. L'idée, c'est qu'ils rentrent en mars 2024. Ouais. Et c'est aussi la contrepartie que moi, je leur demande, c'est de s'impliquer autant que moi sur les 2, 3 ou 4 prochaines personnes qui vont partir. On est en réflexion avec tout le monde. Est-ce que c'est l'Afrique? Est-ce que c'est l'Amérique du Sud? Mais l'idée, c'est de repartir en fait dans 1 ou 2 ans sur la même mission sur un autre continent. Donc c'est prévu. Un autre continent, avec d'autres pays, c'est exactement. D'accord. Donc après, se former à l'eau, facile et difficile. Le cycle de l'eau pour les nuls. Ouais. Le cycle de l'eau pour les nuls, il faudrait déjà revoir le cycle de l'eau qu'on nous apprend à l'école qui est faussé parce qu'on nous dit que l'eau s'évapore de la mer et puis elle monte dans le ciel, il pleut plus loin, donc on a ce sentiment de sécurité, ça s'arrêtera jamais. Ouais. Puis finalement, le lien avec les arbres, c'est quoi? C'est qu'une partie de la pluie vient juste de l'évaporation des arbres en fait. Donc finalement, c'est juste comprendre toutes ces choses-là. Et puis l'eau est quelque chose de tellement évident quand on est en France, on pousse le robinet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'eau coule. Donc c'est difficile de faire comprendre. Et elle est claire en général, elle est claire. C'est pas le cas de tous les pays. Ouais. C'est pas le cas de tous les pays. On a aussi des soucis en France, attention, parce qu'il y a 4 millions de foyers en France non reliés au total égout. Donc c'est déversé dans la nature. D'accord. Et pourtant, c'est un des pays au monde les plus avancés sur l'eau. Donc voilà, on a beaucoup de choses à partager. Mais la sensibilisation est toujours plus difficile dans un milieu où les gens ont le confort vis-à-vis de l'eau. Mais finalement, personne ne connaît vraiment l'eau. Quand je dis que la quantité d'eau n'a pas bougé depuis 4 milliards d'années, je dis, ah bon?
Pourtant, on nous dit que l'eau est de plus en plus rare. Non, non, la quantité est la même, l'eau ne s'évapore pas dans l'espace. Donc effectivement, il y a un sujet purement scientifique autour de l'eau, pour voir ce que c'est que l'eau. Mais je crois que c'est surtout une question de motivation, en fait. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on comprend plus vite les choses et on les imprègne beaucoup plus vite. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Tu nous parles du géant bleu. Et oui, un personnage qui incarne les problématiques liées à l'eau, imaginé par l'ONG Versant Bleu à La Rochelle. Et ce géant bleu, on le rencontre dans les écoles où il s'installe le temps d'opérations de sensibilisation. Pour l'heure, une dizaine d'écoles en Nouvelle-Aquitaine et en Bretagne ont eu la chance de bénéficier de cette initiative. L'opération s'inscrit dans le programme Sous le bitume, l'océan. L'enjeu est de promouvoir la désimperméabilisation des sols en milieu urbain, ce qui permet à l'eau de pluie d'infiltrer les sols et de recharger les nappes phréatiques. Ça permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur, car il faut savoir qu'à cause du bitume dans les écoles, il y a parfois jusqu'à 1 ou 2 degrés de plus dans les quartiers. Sous le bitume, l'océan, c'est un programme qui fait suite à un appel à l'initiative de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui nous permet, lors d'ateliers participatifs, de redessiner avec les participants, avec ceux qui occupent l'espace, c'est-à-dire les collèges, les lycées ou les écoles primaires, de redessiner avec eux leur école idéale, avec plus de nature, plus de végétation, de respect, le respect de l'eau aussi, qui est très important pour nous. Et évidemment, ça passe par enlever l'enrobé. Donc, on enlève l'enrobé, on enlève le bitume, et c'est pour ça qu'on dit que sous le bitume, il y a l'océan, parce qu'on reconnecte l'espace public avec l'eau, avec la mer, avec les nappes phréatiques. Donc, ce programme nous permet de faire que les gens ne soient pas juste des spectateurs d'un changement, mais réellement des acteurs du changement, des acteurs d'une nouvelle société plus respectueuse, et notamment pour l'environnement, pour la qualité de l'eau et pour l'être humain. C'est donc main dans la main qu'élèves, enseignants, services techniques ou encore riverains planchent sur le projet, le tout concrétisé par une maquette. On y trouve des récupérateurs d'eau, des mares, des terrains de sport perméables ou encore des potagers. Autant d'idées pour remplacer le bitume. Malek Semar, c'est un vrai enjeu, les îlots de chaleur ? Alors, l'eau est le seul moyen pour toutes nos voies de développement. Donc, que ce soit l'eau de chaleur ou pas, l'eau est partout. Pour faire des vêtements, il faut de l'eau. Pour faire une voiture, il faut de l'eau. Pour faire un équipement, il faut de l'eau. Pour vivre, il faut de l'eau. Parce que l'eau, quand on dit l'eau, c'est la vie, c'est pas juste une citation. Donc, est-ce que c'est un enjeu ? Aujourd'hui, l'intervenant précédent l'a dit, là, avec l'ONG Géant Bleu, tout finit dans la mer ou dans l'océan. Donc quand on jette quelque chose quelque part, il finit forcément dans l'océan. Donc le fait que le sol n'imprègne plus l'eau parce qu'on bétonne partout, etc., finalement ça coule dans la rivière, ça finit dans la mer. Donc effectivement c'est un enjeu parce qu'on pourrait gagner quelques degrés juste en permettant au cycle de l'eau d'être un peu plus naturel. Et pas artificiel comme on l'a géré en essayant de tout optimiser en fait, mais au détriment du confort de l'homme, de l'animal, de la biodiversité. William et César, comment se passe l'accueil dans les différentes écoles dans lesquelles vous allez, dans ces 20 pays, je le rappelle, qui sont au programme de votre périple? Quel est l'accueil? Alors, on a souvent le même accueil. En fait, partout où on passe, on suscite de la joie. Les enfants, ils sont toujours super contents de nous voir. À chaque fois, on vient avec nos vélos. Et on suscite aussi beaucoup d'inspiration quand on explique ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'élèves et aussi d'enfants qui ont énormément de questions dans un premier temps, qui se demandent mais comment c'est possible de faire tout ça, et qui dans un second temps veulent aussi faire la même chose que nous, et qui ont aussi envie de protéger la ressource, qui ont envie de s'engager. Et c'est vraiment des messages en fait qu'on essaie de leur faire passer, que même eux, à leur échelle, ils peuvent avoir un petit impact, ils peuvent en parler autour d'eux, ils peuvent convaincre leurs parents aussi. Et c'est vraiment différents sentiments entre la joie, l'inspiration. Et nous, c'est un vecteur aussi, ça nous donne de la joie. Et quand on sort d'une école, à chaque fois, on a le smile et on est super heureux et ça nous donne de l'énergie. Je vous propose une petite immersion dans votre voyage. Je ne sais pas s'il y a des ronflements au programme. Je ne suis pas sûr. Ça donne ça, regardez.
Salut, ça fait déjà 10 mois que nous avons quitté la Normandie pour faire un tour du monde à vélo pour l'eau. Moi c'est Petro et avec Hugo, William et César, on est parti de Nouvelle-Zélande et on a traversé l'Australie, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, l'Inde et maintenant l'Ouzbékistan à vélo. Ça en fait des coups de pédale. Notre moteur à nous, c'est l'eau. On en apprend un peu plus tous les jours sur le sujet en rencontrant des experts et on passe dans les écoles pour raconter ce qu'on a appris sur l'eau. Et aussi, on met en place des projets pour aider les populations à avoir un meilleur accès à l'eau potable. Au Cambodge, près de Phnom Penh, on a aidé toute une école à bénéficier d'un accès à l'eau potable. On se souvient encore à quel point c'était dur de trimer sous la chaleur pour construire le filtre, mais quel plaisir de voir le sourire des enfants à la fin de notre mission. Puis on s'est pris d'affection pour toute une équipe avec laquelle on a bossé en Thaïlande pour garantir un accès à l'eau durant la saison sèche dans un village reculé au nord du pays. Imaginez-nous, au milieu de la jungle, à couper du bambou pour créer un réseau de distribution d'eau à plus de 5 km de la station de filtration. Forcément, ça rapproche. On a aussi vécu des moments très intenses en Inde. De notre passage dans les bidonvilles de Calcutta aux parties de foot endiablées avec les enfants du foyer qui nous hébergeaient et enfin des rencontres exceptionnelles avec des locaux qui sont maintenant de véritables amis. L'Inde nous a vraiment fait vivre les montagnes russes émotionnelles. En parlant de montagnes, on pédale maintenant dans les reliefs et déserts d'Asie centrale. Il nous reste 5 mois d'aventure avant de rentrer en France. Et on continuera jusqu'au bout de vous faire voyager avec nous pour l'eau. On se dit à très vite. Voilà, quelle aventure pour ces 4 amis d'enfance. J'imagine, César et William, que cette aventure n'a fait que renforcer cette amitié, n'a fait que la souder. Tout à fait, ouais, tout à fait. Grâce à l'attente. C'est comme une famille, Grâce à l'attente. Tu vis des moments qui sont inexplicables, des choses qui seront difficiles pour d'autres à comprendre une fois en France. Donc je pense qu'on a effectivement soudé des liens, vu des choses qu'on pourra partager entre nous toute notre vie du coup. On a vu effectivement le petit clip qui récapitule quelques petits moments, quelques rares moments de votre épopée. Vous avez le temps de vous retourner quand on est comme ça, la tête dans le guidon, c'est le cas de le dire? C'est vrai qu'on a tout le temps la tête dans le guidon et c'est dur de prendre du recul sur tout ce qu'on vit en permanence et on se rend compte que des fois c'est même un peu trop pour un seul petit être humain, tous les moments qu'on vit, toutes les personnes qu'on rencontre, de dire bonjour à beaucoup de personnes et de leur dire au revoir une semaine après. C'est vraiment beaucoup de sentiments qui sont parfois très durs à gérer et il faut parfois prendre du temps pour soi et avoir cette prise de recul nécessaire pour avancer. Vous l'avez dit, c'est pas un secret, vous êtes 4 étudiants, on peut le dire encore, transformés. Vous avez fait des études supérieures, respectivement dans l'entrepreneuriat, le management sportif, l'ingénierie agronomique et la gestion d'entreprise. C'est tout bon? C'est bon? Dans quelle mesure maintenant vous voyez l'avenir et comment vous allez allier votre passion, notamment pour l'écologie, les problématiques concernant l'eau et votre futur travail? Vous y avez pensé? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est génial, c'est que dans le projet, on retrouve tous des éléments qui nous inspirent et qui nous donnent des directions pour la suite. Typiquement, sur le côté sportif, Hugo, par exemple, se visualise très bien à pouvoir travailler dans des gros événements sportifs dans le futur et essayer de changer les pratiques pour les rendre plus vertes, notamment autour du sujet de l'eau. Pour ma part, j'aimerais beaucoup travailler en diplomatie, typiquement, et pouvoir essayer de travailler sur le sujet de l'eau, notamment à une échelle internationale. Pour Petroni, elle va reprendre potentiellement une ferme en rentrant et elle aimerait bien la transformer pour en faire un modèle agroécologique en Normandie. Et pour César, du coup, je vais le laisser répondre. Et moi, au niveau de l'entrepreneuriat, ça serait continuer à développer des projets à impact et surtout, en fait, différents leviers autour de la création d'entreprises, mais toujours avec cette idée d'aller vers quelque chose d'un développement plus vert et qui fait plus sens. Et surtout tous les quatre, du coup, on continuera à s'investir au sein de No Water No Us et également à trouver une nouvelle génération Cycle for Water. L'eau reste un élément qui nous lie tous ensemble et qu'on continuera à faire vivre bien évidemment pendant des années. C'est bien de le préciser parce que Malek il commence à s'inquiéter en plateau. Je voyais avec le regard, il commence à s'inquiéter. Celui-là, je vais les perdre. Là, je vais les perdre. Là, c'est sûr, je vais les perdre. Alix? Non, moi je me demandais, vous avez d'autres projets pour la suite, plus globalement? Alors, sur la partie novateur, on a pas mal d'actions. On a 2 bagages. Si on veut que le monde de demain soit meilleur ou en tout cas soutenable, ça s'appelle l'art et le sport. Parce que c'est les 2 seuls moyens qui nous permettent de fédérer autour d'une cause. Donc on utilise beaucoup en fait l'art, la culture et le sport pour fédérer. Donc les 4 jeunes sont un exemple. Ouais. On est en train de préparer... Comment avec l'art du coup?
Quel type d'événement? En fait, j'ai écrit un spectacle pour sensibiliser à l'eau, exactement. On a eu la belle saison Africa 2020. D'accord. On vient de signer avec une mairie, là, on va avoir une résidence dans le conservatoire pendant 3 mois pour faire un spectacle vraiment pro avec l'objectif de le jouer dans toutes les salles. Mais comme je siège à l'ordre africain des grandes écoles et universités, j'en fais un spectacle open source pour toutes les écoles africaines, en fait, pour sensibiliser. Rapidement, on traverse 9 pays d'Afrique. Dans chaque pays, on aborde une thématique liée à l'eau. Nigeria, le lien entre la démographie et l'eau, parce que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, pardon. Le Congo, l'eau comme source de mort, parce qu'il y a plus de gens qui meurent d'inondations, etc., parce qu'ils ont trop d'eau. La RDC, c'est 50% des réservoirs en eau de l'Afrique, et c'est le premier puits de carbone avant l'Amazonie. Donc voilà, dans chaque pays, on aborde une thématique, et le fait d'en faire un projet pédagogique, ça permet de sensibiliser les enfants sur 9 thématiques liées à l'eau, avec un spectacle de fin d'année qui pourront jouer avec les parents, les élèves, etc. William et César, je ne vais pas vous faire mal à la tête, mais il reste encore combien de pays, combien de kilomètres à parcourir? Il reste encore 6 ou 7 pays au moins, et en termes de kilomètres, on va dire au moins 10 000. Au moins 10 000. Bon, vous avez fait la majeure partie du trajet, effectivement, on vient de voir la carte. Encore bravo à vous et merci de nous avoir accordé votre temps. On sait ô combien précieux. William Pradier et César de Gouville, vous êtes respectivement coprésidents de Cycle for Water et donc ambassadeur de No Water, No Us. Et on avait bien sûr avec nous le président Alex Aymar. Un grand merci à vous. J'espère que vous viendrez nous revoir très très bientôt pour qu'on fasse un nouveau point d'étape. Pourquoi pas à l'arrivée? Vous venez nous voir sur Paris pour nous abreuver de ces belles images et de ces belles initiatives. Encore merci à tous les trois. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alix. On se retrouve demain pour un nouveau numéro du Mag sur School TV. Excellente journée.